Le modèle quantique, qui stipule que toutes les possibilités existent dans ce moment présent, est votre clé pour tout réussir, car il vous donne la permission de choisir un nouvel avenir pour vous-même et de l'observer devenir réalité. Et si la réalité que vous percevez n'était qu'une illusion, une construction mentale façonnée par votre propre conscience? Eh bien, c'est ce qu'a démontré le physicien Werner Heisenberg avec le principe d'incertitude, prouvant que les particules subatomiques qui constituent les atomes, soit la brique élémentaire de tout dans l'univers, se trouvent dans un état indéterminé avant d'être observés. C'est seulement lorsqu'un observateur consacre son attention à percevoir une particule que celle-ci surgit du néant, comme si elle apparaissait de nulle part, venant ensuite former ce qu'on appelle l'atome. Pour faire simple, comme l'a affirmé Werner Heisenberg dans son livre « La partie et le tout », l'observateur ne peut être séparé de ceux qui l'observent. Sans observateur, pas de réalité à observer. Mais récemment, de nombreuses autres découvertes scientifiques sont venues confirmer cette théorie, et bien plus encore. Ce que vous allez découvrir risque de bouleverser à jamais votre perception de la réalité. Après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais la réalité sous le même angle. Je vous conseille donc de prendre des notes et d'être pleinement attentif tout au long de cette vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce que nous appelons la réalité? En général, nous définissons la réalité comme les images que nous percevons avec nos sens, une construction mentale créée par notre cerveau. Mais comment ce processus fonctionne-t-il? Il faut savoir que le corps humain est doté de nombreux sens, tels que la vue, l'ouïe, l'odorat et bien d'autres. Concernant la vue, nos yeux perçoivent les fréquences de lumière autour de nous. Nos autres sens captent également différentes fréquences. Et toutes ces informations perçues et interprétées par nos sens sont ensuite converties par le cerveau pour nous offrir une image de la réalité. On peut comparer nos sens à une antenne de télévision qui convertit les signaux qu'elle reçoit en images visibles, affichées ensuite sur l'écran de télévision. Mais le point majeur à comprendre est que nos sens ne perçoivent pas toute la réalité, mais seulement une infime partie. Par exemple, nos yeux ne perçoivent qu'une petite portion du spectre lumineux, et nos oreilles n'entendent qu'une gamme limitée de sons. Cependant, l'être humain a la capacité d'affiner ses sens, c'est-à-dire d'augmenter sa capacité de perception. Mais avant d'entrer dans ce sujet, comprenons d'abord de quoi est faite la réalité, soit la matière qui constitue notre cerveau, notre corps, notre environnement, soit l'univers dans sa globalité. Au quotidien, nous percevons le monde à notre échelle, en fonction de notre taille. Cependant, il existe de nombreux mondes à l'intérieur du nôtre. Par exemple, les bactéries perçoivent le monde visible différemment de nous, en raison de leur petite taille. Plus nous zoomons sur la matière, remontant vers l'infiniment petit, plus nous nous rapprochons du moment où la matière prend forme. C'est justement ce domaine que la physique quantique explore, en étudiant le comportement des particules subatomiques qui composent les atomes, soit les briques élémentaires de tout dans l'univers. De nombreuses recherches ont été effectuées, dont le principe d'incertitude d'Heisenberg, formulé dans les années 1920, qui explique que l'observateur influence l'observation. En bref, un atome est constitué d'un noyau central et d'électrons, gravitant autour dans un vaste champ d'énergie. Cependant, tant qu'il n'y a pas d'observation, les particules qui composent l'atome se trouvent dans un état indéterminé. Un dossier scientifique déclassifié de la CIA intitulé « Analyse et évaluation du processus Gateway » explique ce sujet plus en profondeur. En réalité, comme le décrit ce dossier, nous avons souvent tendance à opposer les termes matière et énergie. La science sait aujourd'hui que le noyau de l'atome, tout comme les électrons qui gravitent autour, ne sont faits que de grilles d'énergie oscillantes. Cela signifie que ce que nous appelons matière n'est en fait qu'un état de l'énergie. La matière et l'énergie sont donc une seule et même chose. Pour mieux comprendre cela, il faut réaliser que les différents états de la matière ne sont en fait que des différents états de l'énergie. L'univers représente la somme du visible et de l'invisible. Nos sens ne perçoivent qu'une partie de l'univers, appartenant au domaine visible. Par exemple, prenons l'eau. Lorsqu'elle est chauffée, elle devient vapeur et donc imperceptible par nos sens, elle devient invisible. Pourtant, l'eau est toujours là, mais simplement, son changement d'état la fait sortir de notre domaine visible. À l'inverse,
Lorsque l'eau gèle et devient de la glace, elle devient solide et perceptible par nos sens. C'est exactement ainsi que fonctionne l'énergie. Lorsque l'énergie vibre à une fréquence basse, elle forme ce qu'on appelle la matière, soit donc de l'énergie solide et visible. Cependant, lorsque cette énergie s'élève en vibration, elle redevient comme de la vapeur, soit de l'énergie pure, non perceptible par notre sens de la vue. C'est ce que les physiciens quantiques appellent un état indéterminé. En fait, lorsque l'énergie est à l'état de vapeur en quelque sorte, soit redevenue imperceptible par nos sens par son haut degré de vibration, elle se trouve sous forme de possibilités infinies. C'est-à-dire que, telle des Legos, elle est prête à être structurée en tout ce que notre conscience désire. À l'inverse, lorsque la matière a adopté un état, soit qu'elle a diminué en fréquence pour devenir quelque chose de structuré, on dit qu'elle a adopté une possibilité. En bref, cela signifie simplement que l'énergie a été structurée pour former quelque chose de perceptible. Et l'élément clé au cœur de ce changement d'état, faisant passer l'énergie vibrant rapidement à l'énergie vibrant lentement, c'est notre conscience. Notre conscience est l'intelligence qui travaille en interaction avec l'énergie pour former ce qu'on appelle la réalité. Dans le dossier déclassifié de la CIA, Analyse et évaluation du processus Gateway, que je vous invite à lire, disponible gratuitement sur le site officiel de la CIA en version anglaise ou sur mon école d'entrepreneurs motivés en version traduite en français, il est expliqué que la conscience humaine perçoit à travers elle-même, en fonction de sa mémoire. C'est-à-dire que notre conscience englobe tout ce dont nous sommes conscients, soit toute notre mémoire, incluant nos croyances, émotions profondément ancrées, attitudes, perceptions, etc. Ainsi, c'est de cette manière que notre conscience crée des événements dans notre vie. En comprenant cela, nous réalisons que nous créons notre réalité par nos pensées et nos émotions principalement. Nos pensées représentent les graines, et nos émotions représentent l'énergie qui va faire pousser ces graines. Ainsi, comprenons que certains événements qui peuvent sembler mauvais pour nous ne sont pas dus à une dette karmique, mais simplement au fruit d'un état de pensée. Par exemple, on peut voir cela dans les rêves. Lorsque dans un rêve nous imaginons un monstre et que nous avons peur, tout à coup ce monstre prend forme et nous poursuit dans nos rêves. Eh bien, certains événements dans notre vie sont dus au même principe. Nos émotions et pensées façonnent notre réalité et notre conscience travaille avec l'énergie universelle pour former ces événements. Si la conscience reçoit des pensées et des émotions négatives, elle crée des événements similaires. Avoir conscience de cela est un point clé, car c'est l'élément qui vous permettra de reprendre la maîtrise de votre esprit, qui se traduira par la maîtrise de votre vie. Pour mieux comprendre tout cela, il est essentiel de saisir comment l'esprit humain exerce la fonction connue sous le nom de conscience, et comment celle-ci interagit avec l'énergie pour créer ce qu'on appelle la réalité. Comme expliqué précédemment, nous avons vu que la matière solide, au sens strict du terme, n'existe tout simplement pas, et que les différents états de la matière ne sont en fait que des variations de l'état de l'énergie. Nous avons également vu que notre conscience est l'intelligence connectée à l'énergie, qui permet de déterminer l'état vibratoire de l'énergie. En bref, notre degré de conscience détermine notre expression. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'être humain tout entier, cerveau, conscience et tout le reste, n'est, comme l'univers qui l'entoure, ni plus ni moins qu'un système extraordinairement complexe de champs d'énergie. Les différents états de la matière sont des variations de l'état de l'énergie, et la conscience humaine est l'intelligence qui fait varier cet état de l'énergie. L'esprit humain, soit la conscience, perçoit une possibilité et la manifeste ensuite sur Terre. Pour expliquer plus simplement, lorsque l'esprit humain perçoit une possibilité à travers son esprit, il perçoit une possibilité dans le champ d'énergie infini. Ensuite, une fois cette idée perçue, la conscience structure cette idée avec l'énergie, lui donnant forme et la rendant ensuite manifeste. La loi de l'attraction est en réalité la loi de la création. Nous n'attirons pas seulement des événements à nous, mais nous les créons. Notre esprit a la capacité de percevoir une possibilité et de la rendre manifeste. Mais le point essentiel à comprendre, c'est le processus. Comme je l'ai expliqué précédemment, notre conscience englobe tout notre état d'être. Ainsi, la simple pensée ne suffit pas.
Il s'agit d'aligner nos pensées, émotions et attitudes, soit tout notre état d'être dans la même direction. Sans oublier le point fondamental, qui est l'amour. L'amour est l'émotion qui unit tout, comprenant que l'être humain ne se réduit pas à son corps physique, mais qu'il englobe tout. Il doit reprendre pleinement conscience de cela. Et cette prise de conscience s'effectue par l'amour. La peur, la colère et l'ego, lorsqu'il est trop centré sur soi, rétractent la conscience sur le corps physique. Ainsi, l'être humain coupe illusoirement son lien avec le tout, donc avec lui-même, et devient conscient seulement de son corps. C'est ainsi que l'homme a perdu illusoirement ses capacités de créateur, en oubliant simplement qui il était. Il s'agit donc pour nous de reprendre pleinement conscience de qui nous sommes. Cette prise de conscience, le rétablissement du lien qui n'a en réalité jamais été rompu, s'effectue par l'amour. L'amour est l'émotion qui unifie tout, c'est le principe de l'être, c'est la seule véritable loi de l'univers. L'amour est la fréquence qui englobe tout état de conscience, c'est le lien d'unicité avec tout, c'est la source, l'absolu ou Dieu. Toute création naît de l'amour, car c'est l'émotion au plus haut degré vibratoire, c'est l'énergie spirituelle la plus élevée, se situant au cœur de toute création. C'est en soi l'origine de tout. Ainsi, lorsque l'être humain exprime l'amour à travers lui, il exprime son unicité avec tout, il exprime la plus haute expression de lui-même. Il s'exprime pleinement, pour parler plus simplement, il exprime son moi véritable. C'est ainsi que l'être humain retrouve son potentiel illimité, la pleine conscience ou le divin. Comme expliqué précédemment, en réalité, le corps et la réalité extérieure sont l'expression de la conscience. En élevant son degré de conscience, la conscience s'exprime différemment. En exprimant l'amour à travers son être, soit son unité avec le tout, il est logique que l'être humain retrouve son plein potentiel d'être illimité. Nous nous sommes tous déjà demandé, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Quelle est la source à l'origine de l'univers? De nombreuses personnes, dont le milliardaire Elon Musk, après s'être posé la question, pensent même que notre monde ne soit qu'une vaste simulation informatique dans laquelle nous vivons tous. Mais qu'en est-il réellement? L'univers est-il vraiment né d'une simulation informatique? Le Big Bang date-t-il réellement de 13,8 milliards d'années? Ce sont toutes des questions auxquelles nous allons répondre, en plongeant dans les profondeurs de l'univers. Mais attention, les réponses risquent de vous surprendre. Dans ce reportage, vous découvrirez la vérité sur la création de notre univers et comprendrez que l'être humain peut même être à l'origine de cette source. Préparez-vous et prenez des notes, et bon voyage au fin fond de l'univers. À notre naissance, nous avons atterri dans un monde sans carte ni boussole. Dès l'ouverture de nos yeux, nous avons commencé à percevoir le monde à travers nos sens. Nous avons expérimenté et appris diverses choses au fil de notre existence. Petit à petit, nous nous sommes construits mentalement une idéologie au sujet de l'univers, et cette construction mentale est celle que nous avons aujourd'hui. Mais les idéologies que nous avons apprises sont-elles fondées sur la réalité? Pour le savoir, nous allons effectuer une balade au cœur de l'infiniment petit. Mais avant cela, comprenons ce que cela signifie. L'être humain perçoit le monde visible grâce à ses sens tels que le toucher, l'odorat, la vue et bien d'autres. Ce monde visible est souvent ce que nous appelons à tort la réalité. Cependant, la réalité ne se limite pas au monde visible. Actuellement, l'œil humain ne perçoit que la lumière appartenant au spectre visible, compris entre 380 à 780 nanomètres, ce qui signifie que nous ne percevons pas toute la réalité avec nos yeux, mais seulement une infime gamme de lumière appartenant au domaine visible. De même, nos oreilles ne captent pas toutes les fréquences sonores, mais seulement une certaine gamme appartenant au domaine audible. Il est donc crucial de comprendre que la réalité va bien au-delà du domaine visible. L'univers représente la somme totale du visible et de l'invisible qui emplissent l'espace infini. Maintenant, comprenons ce qu'est l'infiniment petit. Nous, les êtres humains, percevons le monde à notre échelle. Nous voyons la matière tout autour de nous, ses différentes formes et la diversité de l'univers. Nous percevons la solidité de la matière, la travaillons avec nos mains, la consommons lorsque nous mangeons des aliments, l'utilisons pour nous déplacer en voiture, et même nous la constituons, puisque notre corps est également fait de ce qu'on appelle la matière.
Mais de quoi est faite cette matière? C'est ici que nous plongeons dans le monde de l'infiniment petit. Plus nous zoomons sur la matière, plus nous nous approchons du microcosme de l'univers, et donc de la source. Prenons par exemple le corps humain. À première vue, le corps humain semble former un seul bloc. Mais en zoomant, nous découvrons qu'il est constitué de tissus. En zoomant davantage, nous observons que ces tissus sont faits de cellules, qui elles-mêmes sont composées de molécules. En zoomant encore plus, nous voyons que ces molécules sont constituées d'atomes assemblés entre eux. Et en zoomant encore plus, nous découvrons que ces atomes sont composés d'un noyau central, entouré d'électrons gravitant autour, dans un vaste champ d'énergie. Rapidement, les chercheurs ont cherché à comprendre la nature des particules constituant les atomes, se concentrant ainsi sur l'étude des électrons. C'est ce domaine que nous appelons la physique quantique, soit l'étude de la matière au niveau atomique. De nombreux physiciens, dont Niels Bohr et Werner Heisenberg, se sont penchés sur ce sujet. En étudiant le comportement des électrons, ils ont découvert qu'il était impossible de déterminer où et quand un électron apparaîtrait. Contrairement aux planètes gravitant de manière prévisible autour des étoiles, les électrons tournent autour du noyau de l'atome de manière imprévisible. Ils se sont alors rendus compte que les électrons, tout comme le noyau de l'atome, étaient constitués d'énergie. Autrement dit, le noyau de l'atome et les électrons ne sont que de l'énergie, de la même et unique nature. Pour simplifier, si vous zoomiez sur l'électron et le noyau de l'atome, vous verriez qu'ils sont faits de la même énergie, les reliant entre eux. Ils ont ensuite découvert que c'est en essayant de déterminer l'endroit où apparaîtrait l'électron que celui-ci se manifestait. Pour eux, c'était comme si l'électron surgissait du néant en fonction de l'observateur. Par la suite, ils ont compris que c'était l'observateur qui engendrait la manifestation de l'électron. Voici l'explication. L'électron, tout comme toute particule subatomique, est intégralement constitué d'énergie. Cependant, l'attention d'un observateur force ce champ d'énergie à ralentir pour adopter une possibilité et donc manifester l'électron. En termes plus clairs, les particules subatomiques sont de l'énergie, et l'attention de l'esprit humain est connectée à cette énergie. Ainsi, lorsque l'esprit humain cherche une possibilité, il force ce champ d'énergie à ralentir et à se structurer pour former la particule. Comme l'a affirmé le physicien Werner Heisenberg, l'observateur ne peut être séparé de ceux qui l'observent. Sans observateur, pas de réalité à observer. Mais la question que de nombreuses personnes se posent est la suivante. Si l'observateur détermine l'état d'un électron, cela veut-il dire que si nous pensons à un objet, nous pouvons le faire apparaître instantanément? Eh bien, c'est ici que nous entrons dans le domaine de la conscience et que nous allons définir ce qu'est l'observation. Il faut bien comprendre que le terme « observateur » désigne l'observation par l'esprit et non par le sens de la vue. Et par esprit, je ne parle pas de la simple pensée, mais de la conscience humaine, regroupant tout notre état d'être. Donc, pour faire simple, la simple pensée seule ne suffit pas pour manifester. C'est la conscience qui permet cela. Avant de poursuivre notre explication, définissons le mécanisme par lequel l'esprit humain exerce la fonction connue sous le nom de conscience, et décrivons comment cette conscience opère pour déduire le sens des stimuli qu'elle reçoit. Tout d'abord, il est nécessaire de comprendre la différence entre conscience et cerveau. Nous savons que le cerveau humain crée des images mentales en fonction des stimuli externes qu'il reçoit. Comme tout effet d'atomes, la différence de fréquence des atomes, captée par nos sens et interprétée par notre cerveau, crée des images de ce que nous appelons la réalité. Cependant, il est crucial de comprendre que le cerveau fonctionne un peu comme un ordinateur, l'ordinateur de notre conscience. Le cerveau humain, tout comme notre corps, n'est constitué que d'énergie au niveau quantique. Il est donc essentiel de comprendre que ce n'est pas le cerveau qui crée la conscience, mais la conscience qui crée l'apparence du cerveau, comme l'a affirmé le psychologue Keith Floyd. Pour mieux comprendre tout cela, examinons le fonctionnement du monde matériel dans lequel nous menons notre existence physique et comprenons avec précision le lien entre la matière et notre conscience, soit entre l'observateur et la réalité observée. Le premier point est donc de comprendre que la matière et l'énergie sont une seule et même chose. On pense souvent que la matière désigne une substance solide, à l'opposé de l'énergie qui désigne une force quelconque. Cependant,
nous avons vu précédemment que la science a prouvé que les électrons qui tournent dans le champ d'énergie situé autour du noyau de l'atome et le noyau lui-même ne sont constitués que d'énergie vibrante. En soi, la matière solide, au sens strict du terme, n'existe tout simplement pas. Les différents états de la matière sont dus aux différents états de l'énergie. Tout comme l'eau liquide, une fois gelée, devient solide, l'énergie, une fois la vibration ralentie, devient matière. Ainsi, plus la vibration de l'énergie s'élève, plus elle devient énergie pure. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que l'être humain tout entier, cerveau, conscience et tout le reste, n'est, comme l'univers qui l'entoure, ni plus ni moins qu'un système extraordinairement complexe de champs d'énergie. Les soi-disant états de la matière sont en fait des variations de l'état de l'énergie, et la conscience humaine est l'intelligence qui fait varier cet état. Pour récapituler très simplement, la conscience humaine interagit avec l'énergie universelle pour structurer ce qu'on appelle la réalité. Ainsi, la conscience, notre corps et l'univers qui nous entoure ne forment qu'un. Une seule et même énergie unifie tout. En comprenant cela, il devient clair qu'il est impossible que nous vivions dans une simulation. Les ordinateurs, les jeux vidéo et les données, comme tout dans l'univers, sont constitués, tout comme notre conscience, d'énergie. De plus, si une civilisation avancée nous avait plongés dans une simulation, il est logique de se demander s'ils pourraient eux-mêmes être dans une simulation, et ainsi de suite. On en revient toujours à la même question. Qui avait-il à l'origine? Comment la première forme de vie est-elle apparue? C'est ici que nous comprenons que tout dans l'univers est fait de la même et unique énergie. Ce que nous voyons comme dispersé à notre échelle est en réalité unifié. Lorsque l'être humain prend conscience de cette unité, il devient conscient de la réalité. La conscience est l'état où l'homme se rend compte de tout. Son esprit est capable de savoir, et ce savoir détermine ses capacités. L'homme peut être conscient de ce qui est vrai, où son esprit peut développer un sentiment de prise de conscience qui s'apparente à la réalité, mais demeure entièrement faux. La vérité ou la fausseté de son état dépend donc de son état de conscience. L'univers a été créé à partir de l'unité de toute chose, souvent appelée la source, l'absolu ou Dieu, selon les préférences de chacun. L'essentiel est de comprendre cette notion d'unité, de champ unifié. Les anciens Égyptiens disaient « le tout est esprit, l'univers est mental ». En physique quantique, cela se traduit par le fait que l'observateur et la réalité observée ne forment qu'un. En d'autres termes, la création et le créateur sont inséparables. Ainsi, l'être humain est en fait l'image de la conscience. Les Saintes Écritures affirment que l'homme est l'image de Dieu, ce qui signifie simplement que l'homme est l'expression physique de l'esprit au sein de lui-même. L'homme est une autoprojection de la conscience, au sein d'elle-même. La réalité extérieure et intérieure ne forment qu'un, tout réside dans l'esprit. Concernant la théorie du Big Bang, qui date l'univers à 13,8 milliards d'années, nous comprenons que cette conception est erronée. Il n'y a ni début ni fin. Souvenez-vous quand Albert Einstein a dit que la vitesse maximale que l'on peut atteindre dans ce monde matériel est la vitesse de la lumière. Savez-vous pourquoi il a dit cela? Eh bien parce qu'une fois cette vitesse dépassée, la matière devient lumière. La fréquence vibratoire de la matière devient si rapide qu'elle redevient énergie pure. Et l'énergie pure signifie lumière, ce qui affranchit automatiquement la matière de la constante d'espace-temps. C'est pourquoi nous imaginons des vaisseaux voyageant à la vitesse de la lumière pour explorer l'espace-temps. Mais en réalité, à cette vitesse, la matière devient lumière, c'est-à-dire que son niveau de vibration s'élève au point de redevenir lumière, soit l'esprit. Le seul véritable véhicule capable de faire cela, c'est donc notre corps, par le biais de notre conscience. Élevez votre conscience, et vous élèverez le degré de vibration de tout votre être. Tout dans l'univers est lumière, soit cette énergie qui unifie tout, sans début ni fin. Ainsi, l'espace-temps est une conception humaine. En réalité, tout se passe au sein de la dimension de l'absolu, qui n'a ni commencement ni fin. L'univers n'est pas né, il est et sera toujours présent, dans l'unique temps qui est l'éternel instant présent. Les êtres physiques expérimentent le temps, parce que cette notion est ancrée dans l'esprit, se reflétant ainsi sur l'état énergétique de la matière. En bref, puisque la conscience détermine l'état vibratoire de notre corps et de notre univers,
C'est notre conscience qui façonne cette notion de passé et de futur, comme une ligne droite, avec un début et une fin. Mais en réalité, il n'y a qu'un seul temps, l'éternel instant présent, et nous expérimentons le temps au sein de cette dimension. L'univers a donc toujours été et sera toujours. En 1983, un document scientifique fondé sur les recherches du physicien Niels Bohr et du psychologue Itzhak Bentov a bouleversé le monde lorsqu'ils ont découvert que le noyau de l'atome et l'atome lui-même ne sont en réalité constitués que d'énergie. Cela signifie que les différents états de la matière correspondent en réalité à différents états de l'énergie. Tout comme l'eau congelée est un état solide de l'eau. De même, la matière est un état solide de l'énergie, ou plus précisément, un état structuré. Mais cela n'est rien comparé à ce qui va suivre. En approfondissant leurs recherches, ils ont compris que ce changement d'état s'effectue via l'esprit. L'esprit humain exerce une fonction connue sous le nom de conscience, qui représente en quelque sorte tout ce dont l'esprit humain est conscient de son existence. Les physiciens quantiques appellent cela l'observateur. C'est ce qu'a affirmé Werner Heisenberg, célèbre physicien dans son livre La partie et le tout, lorsqu'il a dit « L'observateur ne peut être séparé de ce qu'il observe. Sans observateur, pas de réalité à observer. » En fait, tout cela nous amène simplement à comprendre que l'esprit humain perçoit des possibilités dans son esprit, ce qu'on appelle l'imagination. Ensuite, il en prend conscience en les observant par l'esprit. Puis enfin, l'esprit structure cette énergie infinie jusqu'à lui faire adopter une possibilité, soit une forme, ce qui la manifeste sur Terre. Cependant, cela nécessite d'acquérir une réelle maîtrise de l'esprit pour parvenir à manifester des choses consciemment. C'est uniquement en parvenant à prendre conscience et à s'unifier à l'unique loi de l'esprit, le principe universel, que l'esprit devient capable de maîtriser la matière. Et pour ce faire, nous devons partir à la découverte des véritables enseignements des maîtres de sagesse, qui, eux, ont déjà acquis cette maîtrise. D'ailleurs, suite à vos nombreuses demandes à ce sujet, j'ai créé un programme complet intitulé Mindset Leadership, dans lequel je vous dévoilerai les véritables lois psychiques et physiques, encore méconnues, à utiliser pour parvenir à utiliser pleinement votre esprit et ainsi maîtriser la matière. C'est un programme dans lequel vous partirez à la découverte de votre moi profond, intemporel et éternel, fondé sur le véritable parcours des maîtres. Vous comprendrez qu'en maîtrisant votre esprit comme ceci, votre réalité suit. Les préinscriptions sont déjà ouvertes et les personnes déjà inscrites à mon école recevront un code promo exclusif. Tous les liens sont dans la description. Pour maîtriser une compétence, il est sage de suivre les traces de ceux qui ont déjà réussi. C'est ici que nous partons à la découverte des véritables enseignements des maîtres de sagesse, partagés dans les livres La vie des maîtres et 13 leçons sur la vie des maîtres de Baird, Thomas Spalding. Contrairement à d'autres ouvrages, ces livres transmettent les véritables enseignements des maîtres eux-mêmes. En Inde, au Tibet et au Népal, existent des hommes aux facultés étonnantes qui communiquent à distance, voyagent par lévitation et guérissent les infirmes. C'est là, le 22 décembre 1894, que 11 scientifiques américains sont partis à la découverte des maîtres se réunissant à Potal, un petit village en Inde. Sceptiques par nature, ils ont vécu aux côtés des maîtres et vu de leurs yeux ce que certains appellent des miracles. C'est ici, auprès même des maîtres de sagesse, que le livre La vie des maîtres fut rédigé. Par la suite, les scientifiques eux-mêmes sont partis à la découverte de leur moi profond, intemporel et éternel. Et c'est là qu'est né le second livre, 13 leçons sur la vie des maîtres, transmettant les 13 véritables leçons des maîtres de l'Orient pour apprendre à tout homme à maîtriser lui aussi son esprit pour en dominer la matière. Car comme le disent les maîtres, vous pouvez faire ces choses aussi facilement que moi. Tout d'abord, il est majeur de comprendre que tout est esprit. Comme nous l'avons vu précédemment, la matière elle-même correspond à un état de l'énergie structurée, une possibilité manifestée par l'esprit. Ainsi, la réalité ne se limite pas à ce que nous voyons avec nos yeux. L'univers est la somme totale du visible et de l'invisible, et l'élévation de son degré de conscience permet de comprendre que les possibilités situées dans l'esprit correspondent à des potentialités à manifester sur Terre.
avant que le téléphone portable n'arrive sur Terre. Il était une possibilité dans l'esprit. De ce fait, comprenons que le véritable but de la vie est l'expression, faire descendre des possibilités de l'esprit pour les manifester sur Terre. Maintenant, vous vous direz peut-être que dans l'exemple du téléphone portable, c'est effectivement une possibilité manifestée sur Terre, mais elle fut construite par les mains de l'homme, et c'est vrai. Cependant, le principe est identique à une échelle plus grande. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. L'homme peut effectivement faire descendre des possibilités dans son esprit, comme l'idée de vouloir parler à distance ou de voler, et ensuite les concrétiser avec ses mains, comme dans l'exemple du téléphone ou de l'avion. Mais l'homme peut aussi s'imprégner de la vie et commencer à manifester ces changements directement par l'esprit, en harmonie avec la nature et la vie elle-même, en développant ses propres capacités. Par exemple, la chenille n'a pas créé un avion pour voler. Elle a adapté son corps, devenant un papillon, pour accomplir ce désir inné de s'élever. De même, les maîtres spirituels, ayant perçu la possibilité de communiquer à distance, de voyager plus rapidement et de guérir les malades, ont manifesté ces capacités en eux-mêmes, sans chercher à compenser cela par des objets extérieurs. Ils ont transformé leur propre être grâce à l'harmonie avec les principes de la vie, en utilisant la force de l'esprit. La vie a pour but divin de purifier l'esprit et la nature de l'homme jusqu'à ce qu'il en devienne l'expression la plus complète et parfaite. Ainsi, les maîtres ont compris que la vie agit à travers tout l'univers et que, en rétablissant un lien conscient avec elle, l'homme, tout comme les animaux, peut transformer sa forme et en développer ses pleines capacités. Contrairement aux animaux, l'homme possède un degré spirituel plus élevé, et les maîtres affirment que derrière chaque besoin se cache une réalité. Ici, ils nous enseignent que la forme n'est que le reflet de l'esprit. Comme il est dit dans les Écritures, Dieu est esprit, et l'homme est l'image de Dieu. Cela signifie que l'homme est l'image de l'esprit. Les enseignements hermétiques de l'ancienne Égypte transmis dans le Kybalion nous rappellent que l'esprit peut être transmuté d'un état à un autre, d'une vibration à une autre. Nous savons que le degré de conscience de l'esprit humain détermine sa forme. L'esprit est ce qui crée la structure atomique du corps. Ainsi, en élevant consciemment son degré de conscience, on élève par conséquent la vibration de chaque atome de son corps, afin que le corps devienne le reflet de l'homme qui l'habite. Observons simplement la nature pour mieux comprendre cela. Prenons l'exemple de l'acacia. L'acacia est une plante à fleurs, de la famille des fabacées, et celle-ci a connu une période où elle se faisait manger par les girafes. Pour se défendre, l'acacia a commencé à développer du tanin, une substance chimique qui modifie le goût, rendant les feuilles moins appétissantes, ce qui éloignait les girafes. Mais encore plus fou, leur esprit d'équipe a fait qu'ils ont développé une hormone, se transmettant avec le vent, pour alerter les autres acacias aux alentours dès qu'une girafe commençait à les brouter. Ainsi, les acacias ont perçu des possibilités d'adaptation à leur environnement dans leur esprit, et la vie a agi à travers eux pour manifester ses pleines capacités à travers eux-mêmes. L'esprit perçoit les possibilités, et la vie agit à travers l'esprit pour les rendre manifestes. Tout comme la vie agit à travers le gland pour lui faire manifester son idéal, le grand chêne. Cependant, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Cela signifie que toute idée, pensée ou exprimée devient une graine. Cette graine est émise, plantée dans l'âme, et maintenue par la pensée, puis devient une conception qui se manifestera ultérieurement sous forme physique. Cependant, les idées de perfection produisent la perfection, tandis que les idées d'imperfection produisent l'imperfection. Ainsi, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le maître n'enseigne pas par ses belles paroles, mais par le fruit de ses résultats. Ici, il s'agit de prendre conscience que, comme il est dit dans 13 leçons sur la vie des maîtres, Dieu n'agit pas plus à travers les idées humaines que la vie à travers des graines fertiles, si ce n'est pour les détruire. Les idées humaines sont apparentées aux idées égoïstes, et les idées divines sont apparentées à la perfection, aux idées universelles. Sachant que la vie a pour but de purifier la nature et l'esprit de l'homme pour en faire ressortir sa forme la plus hautement parfaite, il s'agit pour l'homme de commencer à vouloir manifester cet idéal. Comme dit dans l'ouvrage, l'homme projette Dieu, l'homme devient Dieu, le véritable idéal de toute perfection. Les maîtres parlent de Dieu comme d'un attribut unique de l'être, l'amour.
Il s'agit d'un système unique qui opère comme une seule unité. L'amour constitue le principe d'intégrité, l'unification de tout dans l'univers. C'est le principe d'intégrité qui maintient l'univers en tant qu'unité et permet à ces opérations de s'effectuer en parfaite harmonie, avec régularité. Ainsi, lorsque l'homme projette Dieu, l'homme projette l'idéal de s'unifier avec le tout, et ainsi, il s'unifie avec le tout et le devient. Il devient Dieu en l'exprimant à travers lui-même. Comprenez donc que dès lors que l'homme projette Dieu, il projette l'idéal de toute perfection, il projette l'idéal de purifier sa nature et son esprit, jusqu'à devenir l'esprit, exprimant l'universalité de toute chose. C'est ainsi que la vie agit à travers l'esprit et la nature de l'homme pour le purifier, jusqu'à ce qu'il en devienne la forme la plus pleine et parfaite. C'est un processus de transformation intérieure, qui se fait par l'expression. C'est-à-dire que c'est un cheminement intérieur où l'esprit apprend à se découvrir lui-même, où l'homme prend de plus en plus conscience de sa véritable nature, jusqu'à l'exprimer pleinement. Cependant, ici je parle bien d'expression, c'est-à-dire que bien que le véritable processus de transformation soit intérieur, ce que tu fais en silence, le Père te le rendra en public, il s'agit tout de même de réexprimer à l'extérieur ce qui vient de l'intérieur, comme l'inspiration et l'expiration. L'homme n'est complet que lorsqu'il s'exprime pleinement. Vous comprendrez ici que c'est par l'action et non par l'inaction que l'on progresse. Si la chenille continuait à penser, à agir et à se comporter comme une chenille, elle serait restée chenille. C'est en commençant à visualiser son potentiel de papillon, en commençant à agir comme tel, en se balançant sur des fils de soie, qu'elle finit par faire sa chrysalide et se transformer en papillon. Il en est de même pour l'homme. La réalité extérieure et intérieure ne forment qu'un. L'homme n'est pas un miroir, mais la projection du divin. Ainsi, il exprime le divin à travers lui, pour le répandre extérieurement. De même que lorsqu'on inspire, on expire. On évolue intérieurement et on l'exprime extérieurement au travers de nos paroles et de nos actions. L'homme commence ainsi à évoluer dans son esprit, percevoir de nouvelles possibilités et commence à les exprimer. Il transcende ses peurs, les traverse sans crainte et éclaircit de plus en plus son esprit. Plus l'homme exprime la passion, son amour intérieur, sa véritable nature profonde, plus il exprime le divin en lui. Au fur et à mesure, les peurs se dissipent aussi rapidement que l'ombre à l'approche de la lumière. Ce sont ces successions de prises de conscience qui éclaircissent l'esprit de l'homme, jusqu'à ce que sa nature et son esprit deviennent pleinement manifestés. C'est ainsi que l'homme manifeste de plus en plus ses pleines capacités, reprend conscience de qui il est, et surtout, réacquiert la véritable maîtrise. Puis, c'est le jour où tu n'y penses pas, que le Fils de l'homme arrive. Comprendre le véritable fonctionnement de la création au niveau quantique est la clé pour comprendre tout processus de manifestation dans le monde physique, qu'il soit financier, matériel ou spirituel. Une fois cela compris, vous saurez comment manifester tout ce que vous souhaitez. C'est comme comprendre les règles du jeu dans lequel nous jouons tous. Contrairement aux idées reçues, ce processus est en vérité très simple à comprendre, car depuis le début, la réponse était tout autour de nous. Mais nous n'étions pas assez conscients pour la voir. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va donc vous ouvrir les yeux sur la réalité, et je vous garantis qu'à la fin de celle-ci, vous ne verrez plus jamais le monde sous le même angle. Cette simple vidéo va, je vous le garantis, changer votre vie à jamais. Premièrement, il va être nécessaire de comprendre le fonctionnement de l'univers et de la réalité de manière générale, au niveau quantique. Dans notre vie quotidienne, nous percevons le monde à notre échelle. Nous regardons autour de nous et voyons les choses en grand, si je puis dire. Simplement, pour comprendre véritablement comment se forme la matière, et ainsi comprendre comment elle prend forme, il faut remonter à la source. C'est ce qu'ont fait de nombreux physiciens, dont Niels Bohr, Werner Heisenberg et Albert Einstein, en étudiant le monde quantique, c'est-à-dire le monde de l'infiniment petit, là où la matière prend forme. En faisant cela, ils se sont rendus compte que les atomes ne se comportaient pas du tout comme le faisaient les planètes. Pour rappel, il faut savoir que les atomes sont les briques élémentaires de la vie en quelque sorte. Comme dit précédemment, à notre échelle, nous voyons le monde en grand. Cependant, plus l'on remonte dans la matière, plus l'on comprend que tout est fait d'atomes.
Ce sont les atomes qui, en s'assemblant comme des Legos, construisent les molécules, qui ensuite forment par exemple les cellules de notre corps, puis les tissus biologiques, puis les organes, et enfin notre corps dans son ensemble. Mais en bref, tout dans l'univers est constitué d'atomes. Ainsi, il est logique qu'en comprenant comment ceux-ci se forment, nous comprenons comment la matière se crée, ou plus précisément, se transforme. Car vous allez découvrir que, comme le disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et vous allez découvrir que la matière, elle aussi, n'est pas une création, mais une transformation qui est influencée par vous. Pour en revenir aux physiciens, en étudiant les atomes, ils ont découvert que ceux-ci étaient constitués d'un noyau central et d'électrons gravitant autour. En approfondissant leurs études, ils ont découvert qu'il était impossible de prédire où et quand un électron apparaîtrait. En fait, c'est seulement en essayant d'observer l'électron que celui-ci semblait surgir du néant pour apparaître. Ils en ont donc déduit que l'observateur jouait un rôle crucial dans l'observation, déterminant ainsi l'état d'un électron. De là est née la fameuse citation de Werner Heisenberg, affirmant que l'observateur ne peut être séparé de ceux qui l'observent. Sans observateur, pas de réalité à observer. Par la suite, les recherches ont confirmé que le noyau de l'atome, tout comme les électrons qui gravitent autour, sont en réalité constitués de grilles d'énergies oscillantes. C'est ici que la science a compris qu'en réalité, tout est énergie. Les différents états de la matière sont en fait différents états de l'énergie. Cependant, ce qu'il se passe, c'est que lorsque l'énergie n'est pas structurée, elle disparaît du domaine visible par nos yeux, ce qui fait qu'elle semble disparaître. En réalité, elle change simplement d'état. C'est seulement lorsque son état est structuré, c'est-à-dire lorsqu'elle a formé un atome, qu'elle devient perceptible, soit matière. Pour mieux comprendre cela, faisons une comparaison simple. Imaginons que l'énergie est comme de la vapeur d'eau, c'est-à-dire invisible, n'ayant pas de forme et étant partout. Cependant, dès lors que cette énergie, soit cette vapeur d'eau, change d'état et se cristallise pour faire de la glace, elle devient solide et perceptible par le sens de la vue, elle devient visible et adopte une forme. Nous comprenons ici que la vapeur d'eau, tout comme la glace, sont de l'eau, simplement à des états différents. De la même manière, l'énergie et la matière sont de l'énergie, simplement à des états différents. La matière est donc de l'énergie solide, soit de l'énergie ayant adopté une forme, ou, comme le disent les physiciens, une possibilité. Mais ici, vous vous demandez peut-être, comment ce changement d'état a-t-il lieu? La température est ce qui transforme l'eau en glace, mais qu'est-ce qui transforme l'énergie en matière? Eh bien, c'est la conscience. Comme l'a dit Werner Heisenberg, l'observateur influence l'observation. Et cet observateur, c'est la conscience. Il est important de comprendre que l'esprit humain exerce une fonction connue sous le nom de conscience. Imaginez la conscience comme un océan intérieur, immense et profond. Cet océan contient tout ce qui fait de vous, vos pensées, vos émotions, vos perceptions, vos croyances et votre identité. L'esprit est souvent considéré comme un aspect de la conscience. C'est comme une partie de l'océan qui est particulièrement active et consciente d'elle-même. L'esprit est ce qui vous permet de réfléchir, de raisonner, de prendre des décisions. C'est par l'esprit que vous devenez conscient. Pour faire encore plus simple, imaginez que la conscience universelle, soit la conscience de l'univers, est un esprit aligné sur une fréquence, comme une radio. Cette fréquence de l'univers est donc la fréquence ultime, la conscience universelle. Maintenant, imaginez que votre esprit est également aligné à l'heure actuelle sur une fréquence, soit un état de conscience. Vous comprenez ici que par votre esprit, vous pouvez vous aligner sur la fréquence de l'univers, soit la conscience ultime. Eh bien, c'est cet état de conscience que l'être humain peut atteindre qui lui permet de devenir conscient de tout, de véritablement savoir. C'est dans cet état de conscience que tout devient clair. Mais le point majeur à comprendre est que tout être humain est déjà esprit, c'est-à-dire que nous sommes tous, sans exception, un esprit, donc de la même nature que l'univers, et donc interconnecté à celui-ci. C'est de cette manière que vous influencez la réalité autour de vous en permanence. Maintenant, il faut comprendre que lorsqu'on n'a pas encore pleinement conscience de qui l'on est, soit que l'on a encore des zones de notre conscience inconsciente, nous créons sans nous en rendre compte. L'objectif est donc de rendre notre inconscient conscient,
soit de compléter ces zones d'ombre en prenant pleinement conscience de qui l'on est. C'est ainsi que nous réalignons notre conscience individuelle à la même fréquence que l'universel. Nous ne faisons qu'un avec le tout. Dans cet état de conscience, vous êtes redevenu en quelque sorte l'ultime version de vous-même. C'est ainsi que vous créez cette fois-ci consciemment. Et c'est par l'amour, soit l'émotion d'unité, que l'on réunifie notre conscience individuelle à la conscience universelle. Dans cet état de conscience, vous redevenez conscient que vous êtes un maître, c'est-à-dire qu'en éliminant les limitations que vous avez dans l'esprit, votre corps se retrouve automatiquement transformé. Puisque la conscience, c'est-à-dire l'esprit, détermine la structure atomique de votre corps, lorsque vous changez sa vibration, votre corps et votre réalité extérieure se modifient également. C'est ainsi que les maîtres manifestent instantanément, guérissent les infirmes, transcendent l'espace et le temps, vivent éternellement et traversent le feu sans se brûler. Tout cela par le simple fait que, lorsque l'esprit reprend conscience qu'il est illimité, le corps se transforme en conséquence. Le corps n'est que le symbole de l'âme ou de l'homme qui vit à l'intérieur de celui-ci. Si vous avez du mal à imaginer cela, prenez simplement l'exemple des rêves. Dans vos rêves, vous avez votre corps, mais vous créez également l'environnement qui vous entoure. De même, dans vos rêves, vous n'avez que les limitations que vous avez dans l'esprit. Parfois, vous arrivez à vous déplacer d'un point A à un point B en une fraction de seconde, de même que parfois, vous pouvez manifester des choses instantanément, voler, et ainsi de suite. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la conscience est ce qui crée la structure atomique du cerveau. Ainsi, vous comprenez que lorsque vous rêvez, vous n'êtes pas dans votre cerveau, c'est simplement votre conscience qui est redevenue universelle. Lorsque vous deviendrez pleinement conscient, vous serez conscient en permanence, que ce soit durant vos rêves ou sur Terre. Cependant, il est crucial de comprendre que cela nécessite un processus de transformation intérieure. De même qu'une graine, une fois plantée dans la terre, a besoin d'énergie pour germer, grandir et devenir un arbre avant de porter ses fruits, c'est identique pour l'homme. Toute idée, pensée ou exprimée, devient une graine. Cette graine d'idée est émise, plantée dans l'âme, maintenue dans la pensée, et devient une conception qui se manifestera ultérieurement sous forme physique. Les idées de perfection produisent la perfection. Les idées d'imperfection produisent l'imperfection. Tout est esprit, et les anciens Égyptiens le savaient. Aujourd'hui, grâce à des neuroscientifiques comme le docteur Joe Dispenza, nous redécouvrons cette vérité fondamentale. Nos pensées et nos émotions créent littéralement la réalité autour de nous. Ce que vous vous apprêtez à apprendre dans cette vidéo va changer votre perception du monde à jamais. Depuis notre plus jeune âge, nous avons été conditionnés à voir la réalité d'une manière fragmentée où le hasard et la matière semblent dominer. Mais en plongeant dans la physique quantique et les enseignements de Joe Dispenza, nous réalisons que tout est interconnecté, que chaque pensée émet une fréquence et que chaque émotion attire magnétiquement des événements dans notre vie. Nous explorerons ensemble comment l'esprit est la force créatrice derrière toute chose et pourquoi maîtriser vos pensées et vos émotions est la clé pour transformer votre réalité. Si vous aspirez à comprendre le lien entre esprit, matière et énergie et à découvrir comment manifester une vie qui vous ressemble, alors cette vidéo est pour vous. Prenez des notes, car ce que vous allez découvrir ici vous servira tout au long de votre vie. Depuis notre plus jeune âge, notamment en Occident, nous avons été immergés dans une conception de la réalité principalement fondée sur les idéologies newtoniennes. À l'école, on nous a enseigné des théories scientifiques comme celle du Big Bang, qui postule que l'univers est né il y a environ 13,8 milliards d'années. Cette conception linéaire du temps, avec un début et une fin, a profondément marqué notre vision de la réalité. Cette perspective nous a également inculqué l'idée que l'être humain est soumis à son environnement, comme une simple pièce du puzzle universel, évoluant au gré des lois de la physique classique. Par exemple, la théorie de l'évolution de Darwin nous a fait croire que les espèces, y compris l'homme, évoluent par des mutations génétiques aléatoires, sous l'effet du hasard. Ces concepts, bien qu'utiles pour structurer notre compréhension du monde, ont cependant une limite majeure. Ils ont négligé un aspect essentiel de la réalité, l'intérieur.
C'est comme si un individu pauvre analysait sa situation financière actuelle pour prédire son avenir, sans réaliser qu'il peut, en changeant son état d'esprit et sa vision, manifester une nouvelle réalité, celle de l'abondance. La physique classique, tout comme la théorie de l'évolution, a écarté l'esprit de ces équations pour rendre les phénomènes plus prévisibles. Cependant, en faisant cela, elle a ignoré la source même de toute création. Sans l'inclusion de l'esprit, toutes ces théories, bien qu'intéressantes, restent incomplètes et par conséquent erronées dans leur capacité à offrir une compréhension véritable de la réalité. Prenons l'exemple du Big Bang. Cette théorie propose une naissance de l'univers à partir d'un point singulier, mais elle échoue à expliquer d'où ce point est venu. Si l'univers est né de rien, alors qu'est-ce que ce rien? De la même manière, la théorie de Darwin qui s'appuie sur le hasard génétique n'explique pas d'où provient ce hasard. Ces questions restent sans réponse, car elles ignorent la présence de l'esprit, qui est la force organisatrice derrière toute création. Ce que nous devons comprendre, c'est que pendant des siècles, l'esprit collectif des générations précédentes a été fondé sur la dualité. Ce concept de dualité a engendré des notions divisées, le bien contre le mal, le matériel contre le spirituel, la science contre la religion. Toutes ces divisions ont fragmenté notre perception de la réalité. Mais où ces divisions nous ont-elles conduits dans notre vie quotidienne, si ce n'est à nous limiter? Elles ont créé des barrières mentales, des schémas de pensée qui nous empêchent de voir l'unité sous-jacente à tout ce qui existe. Nous allons aller au-delà des théories fragmentées et revenir à la véritable connaissance, celle qui est fondée sur l'unité. L'univers est un tout cohérent, et toute tentative de le comprendre en se basant sur des divisions sera vaine. La réalité est unité, et seule une vision unifiée de l'univers nous permettra de saisir sa véritable nature et, par conséquent, de comprendre notre propre place en son sein. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que le monde ne se limite pas à ce que l'on voit avec nos yeux. Nos sens, tels que la vue, l'ouïe ou l'odorat, nous permettent de percevoir ce qui est déjà manifesté dans notre réalité matérielle. En d'autres termes, ils nous servent à contempler ce qui existe déjà sous une forme tangible. Prenons l'exemple d'Alexander Graham Bell, l'inventeur du téléphone. Avant même que cet appareil ne devienne une réalité que l'on peut voir et toucher, Bell l'avait d'abord imaginé dans son esprit. Il y a consacré du temps, de l'énergie, et l'a ensuite manifesté dans le monde physique. Ce n'est qu'après avoir concrétisé cette idée, d'abord pensée et visualisée dans son esprit, qu'il a pu la voir de ses propres yeux et la toucher avec ses mains. Avant cela, le téléphone n'était qu'une possibilité parmi d'autres dans son esprit. Comprenons donc que l'univers ne se résume pas à ce que nous pouvons percevoir. Il représente la somme totale du visible et de l'invisible, un vaste espace rempli d'infinies possibilités. L'univers englobe non seulement ce que nous pouvons voir et toucher, mais aussi tout ce qui existe au-delà de nos perceptions sensorielles. Pour mieux saisir cette notion de possibilité dans l'esprit et de leur manifestation sur Terre, intéressons-nous maintenant à la physique quantique. De nombreux physiciens, tels que Werner Heisenberg, Niels Bohr et Albert Einstein, ont passé des années à étudier ce domaine fascinant. Werner Heisenberg, en particulier, a développé un concept fondamental connu sous le nom de « principe d'incertitude ». Pour arriver à ces découvertes, les physiciens ont examiné la matière à une échelle bien plus petite que ce que nos sens peuvent appréhender, c'est-à-dire au niveau subatomique. Dans notre quotidien, nous percevons la matière à une échelle humaine. Par exemple, nous voyons notre corps comme un bloc de chair solide. Cependant, plus on plonge au cœur de la matière, plus on découvre des structures de plus en plus petites. Le cerveau humain que nous voyons comme un organe unique est en réalité constitué de tissus biologiques, eux-mêmes composés de cellules, qui sont ensuite formés de molécules, lesquelles sont constituées d'atomes. Ces atomes, à leur tour, sont faits d'un noyau central autour duquel gravitent des électrons. En étudiant ces particules subatomiques, les physiciens ont fait une découverte étonnante. Il est impossible de prédire précisément où et quand un électron apparaîtra. L'électron semble surgir du néant, apparaître, puis disparaître à nouveau dans ce même néant. Ce phénomène ne se produit que lorsque l'on tente de l'observer. De là est née la fameuse dualité onde-particule,
qui suggère que l'atome existe dans un état indéterminé avant qu'il ne soit observé. Les physiciens ont alors conclu que l'électron peut être à la fois une particule de matière et une onde, autrement dit, une possibilité. Cette idée repose sur une compréhension fondée sur la dualité, une séparation entre la matière et l'onde, ou plus précisément, entre la matière et l'énergie. Cependant, les recherches ultérieures ont révélé que c'est l'attention de l'observateur, en l'occurrence, du physicien qui cherche à observer l'électron, qui force cet électron à se manifester sous une forme ou une autre. Ces concepts ont été approfondis dans divers dossiers, y compris un dossier déclassifié de la CIA intitulé Analysis and Assessment of Gateway Process, qui inclut des thèses de Niels Bohr. En réalité, ce dossier met en lumière une vérité fondamentale. Après des décennies de recherche, il apparaît que la différenciation entre matière et énergie est source de confusion et d'erreur. Si l'on considère la matière comme quelque chose de purement solide, opposé à l'énergie, qui désignerait une force quelconque, alors on s'éloigne de la réalité. La science sait aujourd'hui que les électrons qui gravitent autour du noyau de l'atome, ainsi que le noyau lui-même, ne sont constitués que de grilles d'énergie oscillantes. En d'autres termes, ce que nous percevons comme de la matière solide n'est en réalité qu'une manifestation de l'énergie sous une forme particulière. Les différents états de la matière ne sont donc rien de plus que différents états de cette énergie fondamentale. Pour mieux saisir cette idée, utilisons une métaphore simple. Imaginez que la matière est comme de l'eau congelée, tandis que l'énergie est comparable à la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, tout comme l'énergie, est invisible à nos yeux, mais dès que sa température baisse et qu'elle se condense, elle devient solide sous forme de glace, adoptant ainsi une forme visible et tangible. Ce processus de condensation n'est rien d'autre qu'un changement d'état. De la même manière, la matière que nous voyons et touchons est simplement de l'énergie qui a changé d'état pour adopter une forme. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'être humain dans son intégralité, son cerveau, sa conscience et tout le reste, n'est, tout comme l'univers qui l'entoure, rien de moins qu'un système extraordinairement complexe de champs d'énergie. Nous sommes constitués de la même essence que celle qui compose les étoiles, les planètes et tous ceux qui existent dans l'univers. Maintenant, vous vous demandez sûrement, comment ce changement d'état a-t-il lieu? Autrement dit, comment l'énergie se transforme-t-elle en matière? C'est ici qu'entre en jeu l'esprit ou la conscience. La conscience humaine, lorsqu'elle est en harmonie avec le champ d'énergie qui l'entoure, travaille en symbiose avec l'énergie universelle pour créer des formes dans la réalité physique. Pour simplifier, notre esprit peut être comparé à la vapeur d'eau, c'est-à-dire une énergie aux possibilités infinies, tandis que le monde matériel dans lequel nous vivons et expérimentons est comme de la glace, une énergie qui a pris forme et est devenue perceptible par nos sens. Ainsi, la conscience est l'élément central qui détermine notre réalité. Elle influence la structure de notre corps, ainsi que les expériences que nous vivons au quotidien. Quand je parle de conscience, je fais référence à votre état d'être général, qui englobe vos pensées, vos émotions profondément ancrées, votre perception de la réalité, vos croyances profondes, et bien plus encore. C'est pourquoi je parle de transformation intérieure pour changer sa réalité extérieure. Il s'agit pour nous de nous transformer, de la même manière qu'une chenille, initialement un insecte rampant, transforme tout son être pour devenir un papillon capable de s'envoler. Comme le dit le docteur Joe Dispenza, le champ quantique ne répond pas à ceux que nous voulons, il répond à ceux que nous sommes. Pour maîtriser notre réalité, nous devons donc d'abord maîtriser notre esprit. Avant de pouvoir voler, la chenille se transforme de l'intérieur. Il en est de même pour l'homme. Avant de devenir maître, l'homme doit se transformer intérieurement pour atteindre cet état d'esprit illimité de maître. C'est ainsi que la réalité qui l'entoure, ainsi que son corps, suivent automatiquement puisque tout est projeté par l'esprit. Voyez l'esprit comme le cœur d'un vidéoprojecteur qui projette le film. En soi, l'homme projette d'abord un idéal à atteindre dans son esprit, puis il construit intérieurement cet idéal avant de le manifester physiquement sur Terre. En bref, nous percevons une potentialité dans notre esprit, la projetons, l'atteignons et la manifestons. Voilà clairement le processus de manifestation. Le délai entre la projection d'une idée et sa manifestation physique ne résulte donc que d'une prise de conscience.
Quand on comprend la nature de la matière comme une substance purement spirituelle, soit une conception de l'esprit, alors on comprend que tout est réellement possible. Il s'agit simplement de le concevoir pour le rendre manifeste. C'est ce qu'ont fait les maîtres en projetant l'idéal de la perfection. Avant d'être maîtres, ces hommes ont projeté l'idéal d'atteindre la perfection et ainsi ont entamé ce cheminement intérieurement jusqu'à se débarrasser de toute limitation, retrouvant ainsi leur pleine capacité. C'est ainsi que les maîtres, tels que présentés dans de nombreux textes anciens comme La vie des maîtres ou 13 leçons sur la vie des maîtres de Baird Thomas Spalding, sont capables de faire ce que beaucoup appellent des miracles. Le fait de guérir des infirmes, de marcher sur l'eau, de traverser les flammes, d'être immortel et de voyager par la pensée n'a rien de miraculeux. C'est simplement l'état naturel de l'homme lorsqu'il n'est plus limité dans son esprit. Lorsque plus aucune limitation n'est présente dans l'esprit de l'homme, il retrouve ses pleines capacités d'être illimité, le maître en lui. Voilà le véritable but de l'humanité aujourd'hui. Certains n'en sont pas conscients, tout comme nos ancêtres qui s'éclairaient à la chandelle, alors que la lumière électrique se trouvait tout près d'eux. Il a suffi de l'intervention et de la vision d'un homme qui a compris qu'en fabriquant un minuscule filament et en y faisant passer du courant, ce filament chaufferait jusqu'à produire de la lumière. Il en a été de même avec la radio et bien d'autres inventions. L'homme ne crée rien, il apprend à exploiter ce qui existe déjà. Les hindous disent « comprimez le dé et vous obtiendrez une substance différente. Dilatez-le et vous en aurez une autre. » On ne le définit pas comme une substance matérielle ou physique, puisque par la compression ou la dilatation, on n'en change pas la nature. Seules les positions relatives des atomes sont modifiées. L'eau ou la glace ont la même formule chimique, H2O, quelle qu'en soit la forme. Le pouvoir de contraction ou de dilatation d'un corps constitue sa quatrième dimension. La modification d'un objet d'un ordre de grandeur à un autre, par le simple réarrangement de la disposition de ces atomes, est sa quatrième dimension. Sa nature fondamentale demeure inchangée. Si toute chose est composée de substances spirituelles, il n'existe pas de ligne de démarcation entre ceux que nous avons appelés l'esprit et sa manifestation. Mais, sous l'emprise de l'hypnose, l'individu imagine une autre réalité que la nature unitaire du tout et impose des influences fallacieuses à la forme. Ces distorsions ne sont que le fruit de son ignorance. Le 9 juin 1983, un dossier majeur a été déclassifié par la CIA, révélant la véritable nature de l'univers et de la réalité. Ce document, intitulé « Analyse et évaluation du processus Gateway », est resté méconnu du grand public, et cela n'est pas surprenant comme vous allez bientôt le comprendre. Dans mes vidéos précédentes, nous avons exploré en profondeur le célèbre principe d'incertitude de Werner Heisenberg et les travaux de Niels Bohr, qui démontrent scientifiquement que tout dans l'univers est énergie, et que l'attention humaine joue un rôle crucial dans la transformation de cette énergie en ce que nous appelons la matière. En réalité, ce que vous allez découvrir, c'est que la matière, telle que nous la percevons, n'existe tout simplement pas en tant que telle. C'est la conscience humaine qui, en interagissant avec l'énergie, la structure pour lui donner l'apparence de la matière. Celui qui maîtrise son esprit maîtrise également la réalité, lui permettant de transformer sa vie de manière radicale. Imaginez pouvoir faire un saut quantique, non seulement au sens figuré, mais en changeant instantanément votre existence. Tout ce que vous allez apprendre dans cette vidéo va changer votre vie à jamais, car une fois que vous aurez acquis ce savoir, il n'y aura plus de retour en arrière. Vous serez éveillé à une nouvelle réalité. Le principe d'incertitude de Werner Heisenberg, introduit dans les années 1920, a profondément bouleversé notre compréhension de la réalité. Werner Heisenberg a exploré le comportement des particules subatomiques qui composent la matière, révélant des aspects surprenants de notre univers. À notre échelle humaine, la matière nous semble solide et tangible. Cependant, lorsque nous zoomons sur cette matière, nous découvrons qu'elle est constituée de particules de plus en plus petites, jusqu'à atteindre le niveau de l'énergie pure. Par exemple, imaginez une planète vue de l'espace. Elle apparaît comme une sphère solide. En nous rapprochant, nous réalisons que cette sphère est en réalité un ensemble d'éléments divers, êtres vivants, roches, eau qui, assemblés, forment la planète entière. De la même manière, notre corps est un assemblage de molécules qui,
à une échelle plus large, constitue notre être. Mais là où cela devient fascinant, c'est lorsque nous plongeons encore plus profondément, au cœur de l'infiniment petit. La matière elle-même semble disparaître. Les molécules qui composent notre corps, l'air que nous respirons, et tout ce qui nous entoure sont constitués d'atomes. En étudiant les particules subatomiques de ces atomes, les physiciens ont découvert qu'elles ne sont rien d'autre que de l'énergie. En réalité, tout est énergie. La matière que nous percevons comme solide est simplement de l'énergie qui a adopté une forme structurée, une possibilité concrète. Pour simplifier, la matière n'est rien d'autre qu'un état particulier de l'énergie. Avant qu'un atome ne se forme, il n'y a que de l'énergie infinie et sans forme, invisible, semblable à de l'eau liquide. Lorsqu'une particule de matière se forme, cette énergie invisible commence à se structurer, à adopter une possibilité, comme si de l'eau liquide se transformait en glace. La matière est donc de l'énergie qui a ralenti sa vibration pour former quelque chose de tangible. Et la force intelligente qui permet ce changement d'état est la conscience. Comme l'affirme le docteur Joe Dispenza, la conscience, c'est-à-dire notre esprit, façonne comme de l'argile l'énergie des possibilités infinies. Les anciens Égyptiens disaient que tout est esprit, l'univers est mental, une idée profonde qui trouve aujourd'hui un écho surprenant dans la science moderne. Les découvertes récentes montrent que tout dans notre univers est constitué d'énergie, et que cette énergie n'est autre que la conscience elle-même. La conscience n'est pas simplement un processus mental ou un phénomène éphémère. Elle est l'essence même de tout ce qui existe. Elle fonctionne en percevant à travers elle-même, en s'observant, en se reflétant et en se manifestant de manière tangible dans le monde physique. Lorsque nous parlons de matière, nous pensons souvent à des objets solides, palpables, qui semblent distincts de quelque chose d'intangible comme l'énergie. Mais en réalité, cette distinction est trompeuse. Ce que nous appelons matière est simplement de l'énergie, organisée sous une forme spécifique, vibrant à une certaine fréquence. Cette vibration n'est pas aléatoire. Elle est directement influencée par l'état de la conscience. Plus la conscience est élevée, plus l'énergie vibre à une fréquence élevée. Cela signifie que notre réalité physique, ce que nous percevons comme étant solide et stable, est en fait une projection de la conscience elle-même, manifestée sous forme de matière. Les électrons qui gravitent autour du noyau des atomes, constituant la structure fondamentale de toute matière, ne sont pas de simples particules de matière solide. Ce sont des grilles d'énergie en mouvement, oscillant à des vitesses incroyablement élevées. Le noyau de l'atome, souvent perçu comme une entité solide, est lui-même constitué de ces grilles énergétiques oscillantes. Ainsi, ce que nous percevons comme étant solide n'est en réalité qu'une concentration de cette énergie consciente dans une forme spécifique. Prenons l'exemple des hologrammes pour comprendre comment cette énergie se manifeste sous forme de réalité. Un hologramme est une projection en 3 dimensions créée par l'interaction de la lumière et de l'énergie. Imaginez un bol d'eau dans lequel vous laissez tomber 3 cailloux. Les ondulations créées par les cailloux se propagent et créent un motif complexe à la surface de l'eau. Si nous pouvions geler instantanément cette surface et la soumettre à une lumière cohérente, comme celle d'un laser, nous obtiendrions une image tridimensionnelle des cailloux suspendus dans l'air. Cet hologramme, bien qu'il semble être une représentation solide, n'est en fait que le résultat d'une interaction énergétique. De manière similaire, l'univers entier peut être vu comme un hologramme géant, où la conscience agit à la fois comme la lumière et comme l'énergie qui génère les images que nous percevons comme notre réalité. Chaque morceau de cet hologramme, même s'il est fracturé ou brisé, contient l'image complète de l'ensemble. Cela signifie que chaque partie de l'univers, et par extension chaque partie de nous-mêmes, contient en elle l'image entière du tout. Ainsi, notre conscience, même si elle semble individuelle et séparée, est en réalité une partie intégrante de la conscience universelle, reflétant et contenant le tout en elle-même. Lorsque la conscience perçoit le monde, elle le fait en projetant son propre hologramme interne sur l'énergie environnante, créant ainsi la réalité telle que nous la connaissons. L'univers est donc un immense champ d'énergie en interaction, où certaines de ces énergies sont en mouvement, créant des formes, des sons, des couleurs, et d'autres sont au repos, servant de toile de fond pour ces manifestations. La conscience humaine,
en tant qu'énergie en mouvement, interagit avec cet hologramme universel, créant des perceptions et des réalités qui sont ensuite interprétées par notre esprit. Ainsi, en élevant notre degré de conscience, en augmentant la fréquence à laquelle notre énergie vibre, nous influençons directement la réalité autour de nous. Tout est connecté. La conscience est au cœur de tout. Ce n'est pas seulement une idée abstraite, c'est une réalité tangible. Lorsque nous travaillons à élever notre esprit, nous élevons également tout ce qui nous entoure, car notre conscience est le moteur de l'univers. En d'autres termes, en élevant notre état de conscience, nous changeons littéralement la vibration de notre réalité entière. L'univers étant mental, toute transformation intérieure se reflète extérieurement. Élever son esprit, c'est permettre à l'univers entier de vibrer à une fréquence plus élevée, plus harmonieuse. C'est ainsi que le simple acte de développer notre conscience peut transformer non seulement notre vie, mais le monde entier. Pour bien saisir cette notion, il est important de comprendre que la matière, c'est-à-dire les expériences que nous vivons au quotidien, n'est en réalité que le reflet de notre esprit. Notre esprit représente l'énergie pure, la forme la plus élevée de vibration, celle qui contient toutes les possibilités infinies. C'est à partir de nos pensées et de nos émotions que cette énergie est ensuite façonnée, donnant naissance à nos désirs dans la réalité matérielle. La distance temporelle entre le moment où nous concevons une idée et celui où elle se manifeste n'est qu'une illusion. Ce que nous percevons comme un intervalle de temps n'est en fait qu'un processus de prise de conscience. C'est pourquoi le travail intérieur est essentiel. C'est à l'intérieur de nous-mêmes que nous construisons ce que nous souhaitons voir se manifester à l'extérieur. Imaginez une graine qui contient en elle le potentiel de devenir un grand arbre. Elle se développe d'abord intérieurement, se structure, et une fois prête, elle extériorise son idéal en poussant vers la lumière. Il en va de même pour la conscience. Notre esprit projette d'abord un idéal, un rêve. Ensuite, nos pensées et nos émotions quotidiennes nourrissent cet idéal, nous préparant intérieurement à le recevoir. Une fois cet idéal pleinement structuré, il se manifeste dans notre réalité. Un saut quantique, ou un changement de réalité, correspond en fait à une accélération de ce processus de prise de conscience. Mais comme tout processus, il nécessite de la patience. Une graine, une fois plantée, germera inévitablement si elle reçoit suffisamment de nutriments. De même, vos rêves et idéaux germeront et se manifesteront si vous les alimentez correctement. Comme une graine a besoin de lumière pour croître, votre idéal a besoin de votre lumière intérieure pour se développer. Cette lumière intérieure, ce sont vos émotions supérieures. La joie et l'amour, soit des énergies à haute vibration qui vous conduiront inévitablement à la manifestation. Lorsque vous projetez un idéal, vous définissez un chemin que vous allez suivre. Ainsi, chaque expérience sur ce chemin fait partie du plan pour vous amener à l'état de conscience qui déclenchera la manifestation de votre idéal. Il est donc essentiel de faire confiance en vous-même et en l'univers. La connaissance renforce cette confiance, car elle nous rappelle que tout est connecté, que tout est un. Avoir foi en ce processus est crucial. Tout comme le gland sait qu'il deviendra un grand chêne et la chenille sait qu'elle deviendra un papillon, nous aussi portons en nous un idéal à manifester. Ce processus de transformation intérieure, inscrit dans l'esprit, est le même pour l'être humain. Derrière chaque besoin se cache une réalité en devenir. Nos rêves sont des réalités en attente de se manifester. La chenille n'attend pas que quelqu'un d'autre fasse d'elle un papillon. Elle sait que cette transformation est son chemin, son idéal à réaliser, et elle le fait. De la même manière, nos rêves attendent seulement notre attention pour se manifester pleinement. Dans les années 1900, un homme du nom de Baird Thomas Spalding est parti en Inde à la découverte des exploits miraculeux des maîtres de l'Extrême-Orient. Ce qu'il y a vu a changé sa vie à jamais, et cela va aussi changer la vôtre. Tout ce que vous pensez impossible est en fait réalisable grâce à certains enseignements secrets des maîtres. Ces enseignements sont contenus dans un livre intitulé « 13 leçons sur la vie des maîtres », dont nous allons découvrir ensemble les principaux secrets, pour parvenir à maîtriser notre esprit et créer notre propre réalité. Après avoir découvert ces secrets, votre vie ne sera plus jamais la même. Mais avant cela, comprenons tout d'abord ce qu'est réellement la réalité et le lien entre l'esprit et la matière.
Nous avons tous appris une première version de la réalité, fondée sur la physique classique, dans laquelle l'esprit et la matière furent divisés. Nous avons ainsi étudié les faits, soit la matière et son comportement, les lois qui la gouvernent, et ainsi de suite, sans en comprendre la cause. La cause est l'esprit. On ne peut parvenir à comprendre le fonctionnement de la réalité si l'on étudie uniquement les faits, sans en comprendre la cause. Lorsqu'on remonte à la cause, on comprend ainsi comment en modifier les faits, soit donc la matière. Pour mieux comprendre tout cela, plongeons au cœur de la matière, dans le domaine de la physique quantique. La physique quantique est une science qui étudie le comportement de la matière au niveau subatomique. Pour ce faire, la physique quantique est remontée dans la matière, jusqu'à en retrouver son origine. Pour information, le corps humain n'est pas un bloc uniforme, mais un ensemble de particules assemblées les unes aux autres, qui ensemble créent le corps humain dans son intégralité. C'est-à-dire qu'à l'échelle subatomique, le corps est avant tout constitué d'énergie, de même que notre environnement, ce qu'on appelle le champ quantique. Ensuite, cette énergie change d'état pour adopter un état solide, soit de matière, et former un atome. Ensuite, ces atomes s'assemblent entre eux pour former des molécules, puis des cellules, puis des tissus biologiques, et enfin des organes, puis notre corps dans son ensemble. Ainsi, nous comprenons que ce qu'on appelle de la matière est en fait un état de l'énergie structurée. Pour la métaphore, on pourrait comparer l'énergie infinie, qui est invisible, à de la vapeur d'eau, et la matière à de l'eau congelée, donc solide, lorsqu'elle adopte une forme visible. Les deux sont donc de l'énergie, ayant seulement deux états différents, tout comme l'eau liquide et l'eau solide. Mais il en est de même pour notre environnement. Nous avons vu qu'à l'échelle subatomique, la matière est dans son état infini d'énergie, n'ayant pas encore de forme. Mais cela est aussi vrai pour notre environnement extérieur. Tout ce qui nous entoure est en fait constitué également de cette même énergie unifiée, ce qu'on peut appeler le champ quantique. Ainsi, tout ce qui existe dans ce grand tout, dans ce même et unique champ d'énergie unifiée. La matière n'est qu'un état de cette énergie structurée au sein de cette même dimension que l'on peut nommer l'absolu, l'univers ou Dieu, soit l'unité de toute chose. C'est la somme totale du visible et de l'invisible qui emplit l'espace infini. Ainsi, nous comprenons qu'à l'heure actuelle, nous sommes toujours de l'énergie, simplement structurée, de même que notre environnement. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment ce changement d'état a lieu, c'est-à-dire comment l'énergie se structure pour donner forme à la matière. Eh bien, c'est ici que l'esprit entre en jeu, et plus précisément l'état de conscience de l'esprit. L'esprit humain exerce une fonction connue sous le nom de conscience. La conscience englobe tout ce que l'esprit humain a perçu, soit tout ce dont il est conscient. La conscience fonctionne comme un filtre qui détermine les possibilités que nous percevons dans notre esprit. Prenons l'exemple d'un homme qui a grandi en croyant qu'il est impossible de gagner plus de 2000 € par mois et que le chemin scolaire classique est la seule voie pour réussir. Tant qu'il ne prend pas conscience de l'existence de l'entrepreneuriat, cette option n'existe pas pour lui. Il ne voit pas qu'il est possible de devenir entrepreneur, de vivre librement et de transformer sa passion en métier, générant des revenus bien au-delà de ses croyances initiales. Cependant, dès qu'il commence à percevoir cette nouvelle possibilité dans son esprit, comme une graine plantée, il peut l'explorer et l'amener à la réalité. C'est en prenant conscience de cette possibilité qu'il peut la manifester dans sa vie, la structurer et la rendre concrète, en transformant une idée issue des sphères de l'esprit en une réalité tangible. Mais il en est de même pour tout. Les choses que les gens pensent impossibles aujourd'hui sont des possibilités existant déjà dans le champ quantique. Il faut savoir que tout existe déjà sous forme de potentialité dans le champ quantique. C'est de l'énergie infinie qui peut concevoir l'infini. Cependant, pour rendre quelque chose manifeste, il faut d'abord pouvoir l'imaginer, la concevoir. Les maîtres de l'Extrême-Orient affirment que derrière chaque besoin se cache une réalité. Vous n'auriez pas besoin de respirer s'il n'y avait pas d'air. De même, vous ne ressentiriez pas le besoin de devenir illimité si cela n'était pas possible. Ainsi, comprenons que l'esprit, et plus précisément la conscience, détermine notre réalité. Ce qui détermine notre réalité, c'est qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes, ce que les maîtres appellent
notre moi profond. Lorsqu'on affirme cela, beaucoup de personnes ne comprennent alors pas pourquoi elles ne manifestent pas leur désir instantanément ou pourquoi, lorsqu'elles veulent des choses, cela ne se manifeste pas. Tout d'abord, il faut comprendre que tout cela n'est pas de la magie, mais le processus même de la vie. Il faut suivre un processus. Dans la nature, par exemple, lorsqu'on plante la graine d'un arbre, bien que cette graine ait le potentiel de devenir un arbre portant des fruits, il va falloir l'arroser et persévérer tout au long de ce processus, jusqu'à ce qu'elle manifeste l'arbre, puis porte ses fruits. Il en est de même pour nos idées. Les maîtres nous enseignent que toute idée, pensée ou exprimée, est une graine. Cette graine d'idée est émise, plantée dans l'âme, maintenue dans la pensée, et devient ensuite une conception se manifestant sous forme physique. Cependant, les idées de perfection produisent la perfection, tandis que les idées d'imperfection produisent l'imperfection. Cependant, les maîtres nous enseignent que Dieu n'agit pas plus à travers les idées humaines que la vie à travers des graines infertiles, si ce n'est pour les détruire. Les maîtres nous enseignent que notre moi profond est similaire au grand esprit. Ils affirment que l'homme est l'universalité individualisée. Cependant, la vie de l'individu ordinaire s'apparente à un état hypnotique. La majorité des hommes et des femmes ne vivent absolument pas la vie telle qu'elle a été conçue. Il n'existe pas un être humain sur 1 million qui ait la liberté de vivre ce qu'il ressent intérieurement devoir vivre. La plupart sont soumis à l'influence de l'opinion commune et lui obéissent, au lieu de suivre la loi de leur propre être. Ils vivent donc sous l'effet d'une sorte de maléfice hypnotique. Ils se considèrent comme des êtres humains, habitant dans un monde strictement matériel, dont ils n'espèrent échapper que par la mort, afin de gagner ce qu'ils appellent le ciel. Cependant, ce n'est pas ce que prévoit le projet, le dessein de la vie. L'obéissance à sa propre nature, l'expression de la vie telle que l'homme sent qu'elle devrait être exprimée, voilà le fondement de ce que les maîtres révèlent comme seul mode de vie authentique. C'est ainsi que l'on vit la vraie vie, en agissant authentiquement avec notre moi profond. Lorsque Jésus-Christ a déclaré « Celui qui ne devient pas comme un petit enfant ne pourra accéder au royaume des cieux », il a énoncé une vérité fondamentale. L'enfant n'est pas encore hypnotisé par l'idée si commune des limitations matérielles et vit tout naturellement en harmonie avec sa source. Il vit la vraie vie du moi. D'ailleurs, l'enseignement primaire des maîtres est « Partout où tu découvres ton moi, abandonne-le ». Combien d'individus vivent réellement ce qu'ils ressentent intérieurement? Combien d'adultes expriment la joie que l'on avait enfant? Cette joie est le sentiment d'exaltation de l'âme. C'est cela la vraie vie, la vie authentique. Le but premier est déjà de débarrasser l'esprit humain des idées hypnotiques, des besoins qui ne sont pas intérieurs, mais hypnotiques. Ce genre de besoin n'est pas ceux que le moi intérieur désire, mais ceux que l'on croit avoir besoin, à cause des brides mentales accumulées au fil du temps. C'est ce genre d'idées hypnotiques à travers lesquelles la vie n'agit pas pour rendre manifeste, car ce sont des désirs hypnotiques. Par exemple, si un gland est destiné à être chêne, il ne peut manifester l'illusion de devenir un arbre fébrile et fragile. De même, la vie a pour but de purifier l'esprit et la nature de l'homme, jusqu'à ce qu'il en devienne l'expression la plus pleine et parfaite. C'est cela l'état de maître. C'est lorsque l'homme devient la plus parfaite expression de qui il est. Mais avant cela, il faut déjà apprendre à se connaître soi-même. Les maîtres affirment qu'il est impossible d'étudier la nature de Dieu sans prendre l'homme en compte et vice-versa. L'homme représente l'universalité individualisée, le message et le messager, la vérité et son véhicule. La loi de Dieu est inscrite en vous, a dit Jésus. Dieu représente le principe d'intégrité qui unifie tout dans l'univers. C'est tout simplement l'amour. L'amour est le principe d'intégrité qui maintient l'univers en tant qu'unité et permet à ces opérations de s'effectuer en parfaite harmonie, avec régularité. Il s'agit pour l'homme d'intégrer ce principe consciemment, en exprimant l'amour à travers son être. C'est ainsi que l'homme s'unifie au principe. Par l'esprit, il unifie son esprit en exprimant l'amour. C'est ainsi que par l'esprit, l'homme se réunifie au grand tout jusqu'à ne faire qu'un. C'est la raison pour laquelle le Christ a dit « Moi et mon Père ne faisons qu'un ». L'homme représente donc une part indispensable du tout universel, car il est le véhicule d'expression. C'est au travers de l'homme que Dieu s'exprime. Selon les maîtres, l'homme, dans son état véritable, est toujours actif,
car le principe s'exprime et se manifeste à travers lui. L'homme projette Dieu. L'homme devient Dieu, le véritable idéal de toute perfection. Ainsi, vous comprendrez que les exploits miraculeux des maîtres d'Extrême-Orient, que ce soit l'immortalité, la manifestation instantanée, le voyage par téléportation, la communication à distance ou le fait de guérir des infirmes, ne sont que des capacités potentielles de l'homme à rendre manifestes. Ce sont les fruits de l'homme-dieu. De même, vous ne demanderez pas à une graine d'abricotier de manifester des abricots. La graine doit d'abord germer, devenir un arbre, puis seulement ensuite, elle manifestera ses fruits, les abricots. Il en est de même pour l'homme. L'homme doit d'abord devenir un maître avant de pouvoir exprimer les pleines capacités du maître. Un esprit limité ne peut exprimer des pouvoirs illimités. De même qu'une chenille ne peut voler tant qu'elle ne s'est pas transformée intérieurement en papillon. Le corps n'est que l'image de l'esprit. Au début du XXe siècle, une révolution scientifique a vu le jour avec la naissance de la théorie des quanta, initiée par le physicien Max Planck. Cette théorie bouleverse tous ceux que nous pensions savoir sur la réalité. Elle révèle que chaque être, chaque objet, même le corps humain, émet un rayonnement d'énergie unique. Dans le monde que nous percevons, il n'existe aucune masse inerte. Tout est imprégné d'énergie, vibrant au cœur de l'univers. Les physiciens ont découvert que toute forme, que ce soit une étoile, une pierre ou notre propre corps, est en réalité une manifestation d'une énergie fondamentale, une émanation qui remplit l'espace infini. Cette énergie est le véritable fondement de ce que nous appelons la matière. Ainsi, notre corps, loin d'être simplement solide et tangible, est en fait constitué d'énergie. Et cette énergie peut maintenir sa forme tant qu'elle reste connectée à une source d'énergie universelle. Imaginez un ordinateur portable. Tant qu'il est branché, il fonctionne. Mais débranchez-le, et il finira par s'éteindre. De même, notre corps, s'il se déconnecte de son origine énergétique, perd progressivement sa vitalité, se dégrade, et finit par mourir. Nous allons voir s'il est donc possible pour l'être humain de conserver sa forme, en parvenant à se reconnecter à cette source d'énergie originelle. Mais avant d'entrer dans les détails sur ce sujet, nous allons plonger au cœur de l'infiniment petit en étudiant la mécanique quantique, afin de comprendre fondamentalement ce qu'est la matière et comment elle se forme. Ensuite, nous verrons que la conscience, c'est-à-dire notre esprit, est déjà immortelle, car elle est énergie, et l'énergie ne se perd pas, elle se transforme. Enfin, dans la dernière partie, nous verrons en détail s'il est possible pour l'être humain de se reconnecter à cette source d'énergie universelle et ainsi de devenir immortel, c'est-à-dire de conserver sa forme pour l'éternité. Tout d'abord, comprenons ce qu'est le monde de la forme et comment celui-ci se crée. Le monde de la forme représente le monde visible, celui dans lequel nous vivons au quotidien. Les physiciens parlent de monde de la forme, car il correspond à de l'énergie ayant adopté une forme, tout simplement. Pour le comprendre, de nombreux physiciens, dont Niels Bohr, Werner Heisenberg, Max Planck et Albert Einstein, ont commencé à étudier la matière au niveau subatomique pour en comprendre son origine. C'est ainsi qu'est née la mécanique quantique, une branche de la physique axée sur le comportement des particules de matière au niveau subatomique. Dans le monde où nous vivons au quotidien, nous voyons les choses en grand et percevons, par exemple, le corps humain comme un bloc uniforme. Cependant, en réalité, celui-ci correspond à un assemblage d'atomes qui, assemblés entre eux, forment des molécules, puis des cellules, des tissus, des organes, et enfin notre corps dans son ensemble. Il en va de même pour tous ceux qui nous entourent. La mécanique quantique est donc une branche de la physique qui s'est mise à étudier le comportement des particules qui constituent la matière, soit l'étude du monde de l'infiniment petit, en quelque sorte, l'origine de la matière. En faisant cela, les physiciens se sont rendus compte que ce qu'on appelle matière est en réalité de l'énergie. C'est-à-dire que le noyau de l'atome, tout comme les électrons qui gravitent autour, sont de l'énergie ayant simplement changé d'état. Tout comme l'eau congelée et la vapeur d'eau sont différents états de l'eau, la matière et l'énergie sont différents états de l'énergie. Les différents états de la matière correspondent donc à différents états de l'énergie. Simplement, l'énergie, tout comme la vapeur d'eau, est imperceptible par notre sens de la vue. Cependant, cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Nous ne voyons pas l'air, pourtant nous le respirons. C'est identique pour l'énergie.
Nous ne la voyons pas. Pourtant, elle constitue tout notre être, ainsi que tout l'univers qui nous entoure. Ensuite, en approfondissant leurs recherches, les physiciens ont découvert que l'observation de l'être humain est ce qui provoque ce changement d'état. C'est-à-dire que l'observateur est responsable de la transformation de l'énergie en matière. Plus tard, dans les recherches, un dossier déclassifié de la CIA intitulé « Analysis and Assessment of Gateway Process », paru en 1983, a expliqué plus en détail comment l'observateur influence l'observation. Celui-ci explique que l'esprit humain exerce une fonction connue sous le nom de conscience. Pour imager, visualisez l'être humain comme un esprit regroupant toutes ses croyances, pensées, émotions, idéologies, perceptions et identités. Et la conscience, voyez cela comme la gamme de fréquences sur laquelle l'esprit se branche, comme pour une radio par exemple. Maintenant, imaginez que l'univers, tout comme l'être humain, est également esprit, c'est-à-dire énergie. L'être humain et l'univers sont donc de même nature. Il appartient alors à l'être humain, grâce à sa conscience, de s'aligner en quelque sorte sur la même fréquence que celle de l'univers, via l'esprit. Pour la métaphore, ce serait comme se brancher sur le même canal qu'une station radio pour capter les mêmes informations. Eh bien, c'est cela la véritable conscience. Dans le dossier de la CIA précédemment évoqué, on apprend que contrairement aux idées reçues, ce n'est pas le cerveau qui crée la conscience, mais la conscience qui crée l'apparence du cerveau. La conscience, en quelque sorte, correspond donc au degré de votre esprit, et l'univers est également un esprit. Le but est donc de parvenir à élever notre conscience au même degré que celui de l'universel, afin de se reconnecter, en quelque sorte, à la source. En lisant ce dossier, que je vous mettrai dans la description, nous comprenons également que la conscience crée non seulement le cerveau, mais aussi le corps et l'environnement qui l'entoure. Le but de l'homme est donc de réunifier sa conscience à celle de l'universel, étant de même nature, afin de devenir pleinement conscient. C'est ainsi que l'être humain se rebranche, en quelque sorte, à l'énergie qu'il a mise en mouvement. De même qu'un pendule oscille le long d'un arc plus ou moins étendu selon l'intensité de la force qui lui a été appliquée au lancement, toutes les formes conservent la quantité d'énergie utilisée pour les mettre en mouvement. Cette énergie est préservée par la forme tant que celle-ci maintient sa relation avec l'énergie qui l'a mise en mouvement. Le pendule s'arrête lorsque la force motrice cesse d'exercer son influence sur lui. De même, la matière devient de moins en moins active à mesure qu'elle perd une partie de son lien avec la force motrice qui l'a actionnée. Lorsque cette énergie cesse d'agir au sein de la forme, celle-ci se désintègre. Ici, la force motrice qui nous a actionnés est la conscience universelle, ou l'esprit universel, qui correspond à notre véritable nature. C'est en quelque sorte la conscience du tout, la conscience d'unité. Cependant, l'égoïsme, soit le fait de rétracter notre conscience uniquement sur notre corps, fait que l'on coupe consciemment le lien entre nous et l'universel. C'est cet état de conscience égoïste qui coupe illusoirement ce lien avec la source, entraînant ainsi la perte de vitalité du corps et par conséquent la mort du corps physique, mais jamais de l'esprit. Pour conserver ce lien, il s'agit donc, dans l'instant présent, de réaliser un travail intérieur pour prendre conscience de l'unité, en exprimant l'amour à travers tout notre être. Je vous ai précédemment comparé la conscience universelle à une fréquence, comme une radio, et le fait que notre esprit soit également une fréquence. Eh bien, l'amour est la fréquence d'unité, celle de Dieu, de la conscience universelle. C'est un attribut unique de l'être, qui s'exprime à travers l'homme. En Orient, les maîtres de sagesse affirment que l'homme est le meilleur véhicule d'expression pour Dieu, c'est-à-dire qu'il appartient à l'homme d'exprimer Dieu à travers lui-même. D'un point de vue physique, on comprend cela par le fait que l'homme doit exprimer l'amour à travers tout son être, et ainsi élever son esprit à la même fréquence que celle de l'universel. Ainsi, puisque le corps est le symbole de l'esprit qui l'habite, lorsqu'on élève son esprit, nous élevons également la vibration de chaque atome de notre corps. C'est ainsi que, par l'esprit, nous élevons la vibration de chaque cellule, chaque molécule et chaque atome de notre corps, au même degré que notre conscience. Automatiquement, lorsque la conscience de l'homme se réunifie à celle de l'universel, c'est-à-dire lorsque l'esprit de l'homme atteint le même degré de conscience que celui de l'universel, l'esprit d'unité, alors le corps devient illimité.
C'est ainsi que l'homme rétablit ce lien avec la force motrice qu'il a actionnée, devenant ainsi immortel du simple fait que chaque atome de son corps se retrouve transformé et alimenté par la source originelle, éternelle et infinie. C'est une transmutation alchimique d'un état à un autre. Cependant, le point essentiel à comprendre est que dans tous les cas, l'esprit de l'homme est déjà immortel. L'homme n'est pas un être matériel, mais un être spirituel, c'est-à-dire un être d'esprit. Nous l'avons compris, la mort physique n'est qu'un changement d'état qui survient lorsque la conscience qui habite le corps ne se réunifie pas à sa source. Cependant, l'esprit, lui, ne meurt jamais. Dès lors que l'on projette l'idéal de se réunifier pleinement à sa source, de devenir immortel, un processus de transformation intérieure commence. Les maîtres de sagesse de l'Extrême-Orient l'expriment ainsi. L'homme projette Dieu, l'homme exprime Dieu, l'homme devient Dieu. Pour ces maîtres, Dieu est un attribut unique de l'être, et pour eux, l'homme et Dieu sont indissociables, car comme il est dit dans les Saintes Écritures, l'homme est l'image de Dieu. D'un point de vue physique, nous comprenons que l'homme est le symbole de l'esprit, et comme le disent les maîtres, Dieu est esprit. Ainsi, c'est par l'esprit que l'homme projette Dieu, l'exprime et le devient. Il s'unifie au principe. Il se réunifie consciemment à sa source, et automatiquement, son corps et sa réalité en sont transformés. Pour ceux qui désirent aller plus loin dans l'apprentissage, je vous invite à télécharger les e-books gratuits disponibles sur mon école d'entrepreneurs motivés. J'ai également mis en place un programme avancé intitulé Mindset Leadership pour devenir la meilleure version de vous-même et manifester votre réussite dans tous les aspects de votre vie. Les principes de ce programme sont également disponibles sous forme de livres numériques pour ceux qui le souhaitent. Les liens sont dans la description. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous remercie et à très bientôt dans une prochaine vidéo.